Dans le monde de la guerre ancienne, aucune armée ne se déplaçait plus vite, ne frappait plus fort ou ne terrifiait plus d'ennemis que les Mongols. Sous la direction de Gengis Khan, ils ont écrasé de puissants royaumes comme l'Empire khwarezmien, vaincu des dynasties chinoises et même brisé des armées européennes en Hongrie et en Pologne. Leurs soldats pouvaient parcourir plus de 100 km en une seule journée. Leur campagne s'étendait de l'océan Pacifique au cœur de l'Europe, changeant l'histoire à une vitesse terrifiante. Des villes entières se rendaient sans combattre. Des armées fuyaient avant même qu'une seule flèche ne soit tirée. Mais comment une force de cavaliers nomades a-t-elle pu en venir à dominer le monde connu ? Bienvenue dans les tactiques de combat les plus folles de l'armée mongole. Commençons par l'une des tactiques les plus inhabituelles et efficaces jamais utilisées par l'armée mongole, la fausse retraite. Une manœuvre de champ de bataille qui a semé la confusion et détruit de nombreuses armées qui croyaient être sur le point de gagner. La tactique commençait par un petit groupe de cavaliers mongols lançant une attaque. Ils tiraient des flèches, faisaient du bruit et semblaient se préparer au combat, puis se retournaient soudainement pour se retirer. Pour l'ennemi, cela ressemblait à une retraite désorganisée. En réalité, la force mongole suivait une stratégie soigneusement planifiée. Alors que les cavaliers reculaient, ils attiraient l'ennemi à leur poursuite. L'armée poursuivante croyait souvent avoir pris les Mongols au dépourvu et voyait une opportunité de frapper. Les commandants ordonnaient une poursuite totale, espérant briser la formation mongole et finir le combat rapidement. Mais cette décision, prise en toute confiance, les menait droit au danger. Les Mongols conduisaient l'ennemi à travers des terrains accidentés ou plus profondément en territoire inconnu. Plus la chasse durait, plus l'armée poursuivante devenait désorganisée. Les unités s'étiraient, la communication devenait difficile et les soldats perdaient le contact avec leur ligne principale. Une fois l'ennemi assez loin de sa position de départ et sa formation brisée, les Mongols se regroupaient. À ce moment-là, des forces cachées, parfois placées à l'avance le long de la route, apparaissaient sur les flancs ou par derrière. L'unité en retraite faisait demi-tour pour rejoindre le combat, et l'armée mongole lançait une contre-attaque soudaine et coordonnée. Grâce à leur mobilité, leur entraînement et leur discipline, ils étaient capables d'encercler l'ennemi rapidement et d'attaquer depuis plusieurs directions. Cette tactique a été utilisée avec succès dans plusieurs batailles, mais l'un des exemples les plus frappants est la bataille de la rivière Khalkha en 1223. Après la destruction de l'Empire khwarezmien, les Mongols accédèrent au Caucase et terrorisèrent la région. Les généraux Gébé et Subboté reçurent la permission de s'aventurer plus au nord. Ayant entendu des récits d'horreur de villes mises à sac et d'armées massacrées, les princes de la Ruspe de Kiev formèrent une coalition et rassemblèrent une immense armée. Les Mongols attirèrent les guerriers russes et Kipchak dans une longue poursuite. Après 9 jours, les Mongols s'arrêtèrent et attaquèrent. L'armée ennemie, n'étant plus en formation et loin de tout soutien, se retrouva dos à la Khalkha. Leur défaite fut absolue. Les sources varient grandement sur le nombre de victimes, situant le chiffre entre 10 000 et 80 000 pour les forces de la Russe. Mais tous s'accordent à dire que leur grande armée fut presque anéantie, alors que les pertes mongoles furent insignifiantes. Beaucoup de chefs de la Russe furent capturés lors du festin de victoire des Mongols. On leur accorda une exécution sans effusion de sang, un honneur traditionnellement réservé à la noblesse, en étant enterrés vivants sous la plateforme de victoire des généraux mongols. La célèbre retraite fonctionnait parce qu'elle utilisait les attentes de l'ennemi contre lui. Les commandants mongols comprenaient comment les généraux adverses penseraient et réagiraient dans des moments de succès apparents. En contrôlant le flux de la bataille, ils créaient l'illusion de faiblesse et l'utilisaient pour tendre un piège. La prochaine tactique folle qui a aidé l'armée mongole à dominer ses ennemis n'était pas basée sur la force ou le nombre. Elle était entièrement construite sur l'illusion. Les Mongols utilisaient des mannequins et des leurres pour tromper leurs adversaires et leur faire voir une armée qui n'existait pas, et cela fonctionnait plus souvent qu'on ne pourrait le croire. Ce n'étaient pas des épouvantails jetés au hasard sur un champ de bataille. Les commandants mongols utilisaient des figures de paille, des leurres humains et des signaux artificiels pour créer une illusion complète de puissance. Ils comprenaient comment la peur façonnait les décisions et comment transformer cette peur en arme. Avant la bataille, les troupes mongoles bourraient parfois des robes avec de la paille, leur donnaient des formes humaines et les plaçaient sur des chevaux de rechange. Ils ajoutaient même des chapeaux mongols aux figures pour parfaire l'effet. De loin, ces soldats de paille semblaient réels. Un commandant ennemi scrutant l'horizon ne voyait pas des dizaines,
mais des centaines de ce qui semblait être des guerriers attendant de combattre. Dans de nombreux cas, ces mannequins étaient positionnés soigneusement aux abords d'un camp ou le long des lignes de crête pour suggérer des renforts ou pour exagérer la taille de l'armée. L'astuce était souvent utilisée lorsque les Mongols étaient en infériorité numérique ou opéraient profondément en territoire ennemi, prétendant avoir plus d'hommes qu'ils n'en avaient. Ils pouvaient retarder une attaque, décourager la résistance ou même convaincre un ennemi de se rendre sans combattre. La tromperie fonctionnait le mieux lorsqu'elle était associée à d'autres faux signaux, comme des feux de camp supplémentaires la nuit ou des colonnes de cavaliers soulevant de la poussière pour imiter le mouvement de grandes forces. Dans certaines batailles, les Mongols créaient même de faux camps. Ils étaient installés dans des endroits où les éclaireurs ennemis les trouveraient facilement. Ils pouvaient inclure du matériel abandonné, des feux à moitié brûlés ou des figures positionnées comme si elles gardaient des provisions. Ces camps induisaient les éclaireurs ennemis en erreur, leur faisant penser que l'armée mongole était à un endroit, alors qu'en fait, la vraie force était déjà en mouvement, préparant une attaque surprise ailleurs. Ce qui rendait cette tactique particulièrement efficace, c'était sa subtilité. Il n'y avait pas de confrontation directe, pas de démonstration de force. Au lieu de cela, les Mongols laissaient l'ennemi se faire peur lui-même. Ils implantaient l'image d'une immense armée et laissaient la peur faire le reste. Les archives historiques mentionnent l'utilisation de telles tactiques à travers l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. À la bataille de Mohi en 1241, les mouvements mongols ont dérouté les forces hongroises avec de faux signaux et des diversions. Face aux forces du roi Déla IV de Hongrie, qui tenait une position stratégique dans un camp fortifié sur la rivière Sajo, les Mongols sous-subotés et battus savaient qu'un assaut direct serait coûteux. Après avoir échoué à sécuriser le pont existant sur la Sajo, ils utilisèrent de faux soldats pour attirer l'attention de l'ennemi à cet endroit. Pendant ce temps, les Mongols envoyèrent des hommes construire un pont de fortune sur une autre section de la rivière. Suboté fit traverser une force et encercla l'armée hongroise, qui se replia vers ses fortifications. Encerclée par une armée rapide, bien approvisionnée et dotée d'une excellente puissance de feu, la force de Déla fut finalement anéantie lorsqu'elle tenta de fuir, bien que le roi lui-même réussit à s'échapper. Pendant le combat, les Mongols avaient besoin de bouger vite, de frapper fort et de changer de direction à tout moment. Mais pour faire cela, ils avaient besoin d'une chose par-dessus tout, la communication. Sans une coordination claire et instantanée, leurs armées rapides auraient sombré dans le chaos. Ce qu'ils ont construit à la place était l'un des systèmes de communication sur le champ de bataille les plus avancés de leur époque. Gengis Khan comprenait qu'une armée dispersée sur des kilomètres de terrain ouvert ne pouvait pas compter sur les cris ou le hasard. Les ordres devaient voyager plus vite que l'ennemi. Ainsi, les Mongols développèrent une solution en deux parties, une pour la communication longue distance à travers l'Empire, et une pour la coordination sur le champ de bataille dans le feu de l'action. Le système longue distance s'appelait le YAM, ou Heurteux. C'était une chaîne de stations de relais placées le long des routes principales, chacune espacée d'environ 30 à 50 km. À chaque station, un cheval frais et un messager reposé étaient prêts à porter un message jusqu'au prochain arrêt. Cela permettait à l'information de se déplacer à une vitesse remarquable sur des milliers de kilomètres, chose qu'aucun autre empire de l'époque ne pouvait égaler. Cela aidait les généraux à rester en contact avec la capitale, les armées à rester informées des mouvements les unes des autres, et les dirigeants à prendre des décisions basées sur des rapports en temps réel venant de terres lointaines. À bien des égards, c'était un Internet militaire avant l'électricité. Mais les courriers rapides n'étaient qu'une partie du système. Sur le champ de bataille même, où les secondes comptaient, les Mongols utilisaient une combinaison de signaux visuels et sonores. Des drapeaux étaient agités pour diriger les formations, des flèches sifflantes, spécialement conçues pour émettre un son aigu, étaient tirées dans le ciel pour envoyer des commandes audibles à les troupes même au milieu d'une charge bruyante. La nuit, des torchers servaient le même but, s'allumant selon des motifs pour transmettre des ordres. Dans certains cas, des tambours pouvaient avoir été utilisés pour signaler les formations ou le moment d'une attaque. Ce qui rendait ce système particulièrement efficace était la façon dont il fonctionnait avec leur discipline stricte. Selon le code juridique mongol, la yassa, les soldats étaient tenus de suivre les ordres instantanément et sans poser de questions. Si un signal était mal compris ou ignoré, la punition pouvait être la mort, non seulement pour l'individu, mais pour toute son unité.
Ce niveau de discipline garantissait que même des manœuvres complexes comme les encerclements ou les fausses retraites pouvaient être exécutées avec précision. Gengis Khan n'a pas seulement construit une armée. Il a construit un système. Au centre de ce système se trouvait le Tuman, une unité militaire composée de 10 000 soldats, organisée avec une telle précision qu'elle pouvait opérer comme une machine même pendant le chaos de la bataille. L'idée derrière le Tuman était simple mais puissante. Gengis Khan divisa son armée en utilisant une structure décimale stricte. 10 hommes formaient une escouade, Arvan. 10 escouades formaient une compagnie, Zuin. 10 compagnies formaient un bataillon, Mingan. Étage 10 bataillons formaient un Tuman. Cette hiérarchie permettait à chaque soldat de savoir exactement à qui il devait rendre des comptes et qui suivait ses ordres. Cela rendait aussi leur communication plus rapide, la discipline plus stricte et les erreurs moins susceptibles de dégénérer au milieu d'un combat. Chaque Tuman était dirigé par un commandant appelé un noyant de Tuman. Ce n'était pas un titre donné basé sur la naissance noble ou les liens familiaux. Il se méritait. Gengis Khan promouvait les hommes basés sur la compétence, la loyauté et le leadership. Une politique qui choquait les autres dirigeants de l'époque, mais qui créait une armée bien plus efficace. Chaque chef dans le système avait le contrôle total sur son niveau de commandement et pouvait s'adapter rapidement pendant la bataille sans attendre les instructions d'en haut. Mais le Tuman n'était pas qu'une force de combat. C'était une société mobile. La même structure était utilisée pour organiser les familles, les travailleurs et les approvisionnements. Dans de nombreux cas, le mot Tuman ne signifiait pas seulement 10 000 soldats. Il faisait aussi référence à 10 000 foyers. Ce chevauchement entre la vie civile et la vie militaire aidait les Mongols à se déplacer vite, à voyager loin et à rester organisés peu importe où ils allaient. Une armée mongole typique pouvait consister en 3 tumens, parfois moins, parfois plus. Mais même un seul Tuman, lorsqu'il était correctement entraîné, pouvait lancer une campagne complète à lui seul. Dans de nombreuses batailles, de l'Asie centrale à l'Europe de l'Est, un Tuman bien commandé se déplaçait comme un essaim coordonné, se divisant en groupes de flancs, formant des encerclements ou lançant des assauts frontaux avec une vitesse terrifiante. Ce qui rendait la tactique du Tuman particulièrement dangereuse, c'était la subtilité de sa puissance. Pour un étranger, cela ressemblait juste à une autre grande armée. Mais derrière la surface se trouvait un système de commandement parfaitement étagé où chaque groupe était flexible, efficace et construit pour survivre sous la pression. Si vous pensez que monter à cheval pendant une bataille est difficile, vous serez surpris d'apprendre que les Mongols ne faisaient pas que monter. Ils tiraient des flèches avec une précision mortelle tout en galopant à pleine vitesse. Leurs archers à cheval étaient l'une des forces les plus redoutées de l'histoire militaire. Et leur tactique était bien plus complexe et subtile que la plupart des gens ne le réalisent. Chaque guerrier mongol était plus qu'un simple soldat. Il était un cavalier qualifié, un archer entraîné et un stratège en mouvement. Le fondement de la puissance mongole sur le champ de bataille venait de leur vitesse et de leur capacité à frapper sans avertissement, puis à disparaître avant que l'ennemi ne puisse réagir. L'une de leurs techniques les plus efficaces était l'attaque hit and run, frapper et fuir. De petits groupes d'archers à cheval s'avançaient, lâchaient une pluie de flèches sur les lignes ennemies et se retiraient rapidement avant que l'ennemi ne puisse se regrouper. Ce harcèlement constant forçait les adversaires à rester en alerte, drainait leur énergie et brisait lentement leur morale. Mais ce n'était que le début. Si l'ennemi choisissait de poursuivre les archers en retraite, les Mongols étaient prêts avec un autre mouvement. Alors qu'ils reculaient, les guerriers mongols utilisaient souvent une technique connue sous le nom de tir-part, se tordant sur leur selle pour tirer des flèches vers l'arrière tout en s'éloignant à grande vitesse. Les soldats poursuivants, pensant la victoire proche, tombaient souvent directement dans une embuscade planifiée. Une fois le piège refermé, les renforts mongols arrivaient par les côtés ou l'arrière, encerclant l'ennemi dans une contre-attaque soudaine et brutale. La coordination était essentielle pour que ces tactiques fonctionnent, et les archers à cheval mongols s'entraînaient constamment pour monter en formation et tirer en volée. Dans de nombreuses batailles, ils se déplaçaient comme des vagues, chaque groupe tirant à son tour pour maintenir un flux constant de flèches tombant sur les troupes ennemies. Ces volées coordonnées affaiblissaient les défenses avant que la cavalerie plus lourde ne charge pour le coup final. C'était un système précis qui reposait sur le timing, la discipline et la communication. Leurs chevaux étaient tout aussi importants que les tactiques.
Les chevaux mongols étaient plus petits que les chevaux de guerre européens, mais plus forts, plus résistants et capables de voyages longue distance. Chaque guerrier amenait plusieurs chevaux au combat, changeant de monture pour rester frais. Certains montaient même des juments pour plus d'endurance et pour éviter la distraction des étalons rivaux pendant la bataille. Ce choix subtil donnait aux Mongols un avantage petit mais important. La stratégie d'attaque sur 4 fronts des Mongols. Il est clair pour vous maintenant que l'armée mongole utilisait beaucoup de tactiques pendant et avant la bataille, mais l'une des plus incomprises est la soi-disant attaque sur 4 fronts. Bien que les Mongols ne suivaient pas un plan en 4 parties dans chaque bataille, ils lançaient souvent des attaques depuis plusieurs directions à la fois. Et ce qu'ils créaient était encore plus dangereux que n'importe quelle formation rigide. Ils utilisaient le mouvement, la tromperie et un timing précis pour encercler leurs ennemis et les briser sous tous les angles. Il ne s'agissait pas simplement d'envoyer 4 lignes de troupes en ligne droite. Il s'agissait de submerger l'ennemi sous la pression de tous les côtés tout en ne révélant jamais d'où viendrait la véritable attaque. Au début de la bataille, les Mongols pouvaient sembler être en formation lâche. Puis une unité avant chargeait et se retirait soudainement, attirant l'ennemi loin de sa position forte. C'était la fausse retraite classique, et c'était toujours la première étape de quelque chose de plus grand. Une fois que l'ennemi poursuivait les cavaliers en retraite, les unités mongoles sur les flancs, les côtés du champ de bataille, se mettaient en position. C'étaient des unités de cavalerie très mobiles entraînées pour frapper vite et disparaître tout aussi rapidement. Si l'ennemi essayait de se réajuster, d'autres forces mongoles pouvaient apparaître derrière eux, fermant le cercle. Soudain, l'armée qui pensait chasser l'ennemi se retrouvait encerclée. C'était l'encerclement, et c'était l'une des situations les plus dangereuses pour toute armée médiévale. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Alors que l'ennemi paniquait, les Mongols changeaient à nouveau. Certaines unités restaient en retrait et tiraient des volées de flèches à distance. D'autres s'approchaient avec des lances et des épées. À ce stade, les Mongols pouvaient aussi lancer une frappe concentrée, rassemblant plusieurs unités pour percer une partie de la formation ennemie et les diviser en groupes plus petits et plus faibles. Une fois les lignes brisées, les Mongols ne s'arrêtaient pas. Ils coupaient les routes de fuite, bloquaient les chariots de ravitaillement et traquaient les survivants en retraite. Ils ont utilisé ce genre de guerre de manœuvre dans de nombreuses batailles célèbres, y compris les invasions du Khwarezm en 1219 à 1221 et les campagnes européennes de 1241 où les armées hongroises et polonaises furent submergées par des attaques multidirectionnelles rapides. Les Mongols étudiaient leur ennemi, choisissaient le bon moment et frappaient de toutes les directions à la fois. Peut-être que certains ne comprennent toujours pas pourquoi l'armée mongole avait tant de succès, même en combattant des ennemis qui avaient de plus grandes villes, des murs plus solides ou plus de soldats. La réponse ne réside pas seulement dans leurs armes ou leurs chevaux, mais elle réside aussi dans quelque chose de bien plus subtil, leurs espions. Gengis Khan a transformé la collecte de renseignements en une arme silencieuse. Une arme qui façonnait l'issue des batailles bien avant que la première flèche ne soit tirée. Des années avant une invasion réelle, les espions mongols étaient déjà au travail. Certains étaient déguisés en marchands, se déplaçant entre les villes, échangeant des marchandises et rassemblant des informations vitales sans éveiller les soupçons. D'autres étaient des transfuges, d'anciens soldats ou prisonniers qui avaient changé de camp et travaillaient maintenant pour les Mongols. Ces individus fournissaient non seulement des cartes et des rapports, mais aussi des connaissances personnelles sur la façon dont les armées ennemies pensaient et se déplaçaient. Les espions étudiaient plus que le simple terrain. Ils apprenaient à connaître les dirigeants des villes ennemies, qui étaient loyales, qui étaient avides et qui pourraient être convaincus de changer de camp. Ils écoutaient les potins locaux, observaient les réactions des civils et rapportaient les moindres détails. Ces renseignements aidaient les Mongols à savoir quand attaquer, ou frapper et qui pourraient être persuadés de ne pas résister du tout. L'une des utilisations les plus intelligentes de ces espions était la guerre psychologique. Les agents mongols répandaient des rumeurs avant l'arrivée de l'armée. Ils racontaient des histoires terrifiantes sur des villes détruites, des commandants qui s'étaient rendus et avaient quand même été exécutés, et des populations entières anéanties. Parfois, ces histoires étaient vraies. D'autres fois, elles étaient conçues pour effrayer tellement les ennemis qu'ils se rendaient sans combattre. C'était une tactique silencieuse mais mortelle qui usait le moral ennemi avant même le début de la bataille. Dans certains cas, des espions étaient placés dans les villes ennemies des années à l'avance. Ils vivaient tranquillement, gagnaient la confiance et attendaient.
Le moment venu, ils ouvraient les portes, sabotaient les défenses ou transmettaient des messages critiques. Ce niveau de planification à long terme était rare dans la guerre médiévale et donnait aux Mongols un avantage majeur. Gengis Khan n'utilisait pas les espions au hasard. Il créait un réseau structuré de renseignements avec des messages transmis efficacement et en toute sécurité sur de grandes distances. Certains des agents les plus performants étaient des marchands musulmans comme Hassan Haj et Jafar Koya qui utilisaient leur route commerciale pour fournir des informations directement au commandant mongol. La prochaine fois que vous pensez que quelque chose est de la propagande, rappelez-vous que des siècles avant les journaux ou Internet, les Mongols utilisaient déjà la peur comme arme. Et cela fonctionnait mieux que n'importe quelle épée ou flèche. Ils ne combattaient pas seulement des armées, ils combattaient des esprits, et souvent ils gagnaient avant même que la bataille ne commence. Les Mongols comprenaient que la terreur pouvait voyager plus vite que n'importe quel cheval. Bien avant que leurs troupes n'atteignent une ville, leur réputation arrivait. Gengis Khan utilisait cela à son plein avantage. Des messagers étaient envoyés devant l'armée avec un choix pour les dirigeants locaux, se rendre et être épargnés, ou résister et faire face à une destruction totale. La menace était réelle, mais les histoires qui suivaient étaient conçues pour être encore plus terrifiantes. Après avoir détruit une ville, les Mongols laissaient parfois des survivants en vie exprès. Ces personnes étaient autorisées à fuir et à porter la nouvelle de ce qui s'était passé. Ils décrivaient des villes réduites en cendres, des rues remplies de corps et des dirigeants exécutés devant leur propre peuple. Ces survivants devenaient des avertissements vivants. À mesure que leurs histoires se répandaient, la peur grandissait. Dans de nombreux cas, les agents mongols aidaient ces histoires à voyager plus loin et plus vite. Ils chuchotaient des rumeurs sur les marchés. Ils prétendaient que les armées mongoles avaient des centaines de milliers de guerriers, même lorsque les chiffres réels étaient plus petits. Ils disaient que les Mongols ne laissaient jamais personne en vie, une tactique destinée à pousser les défenseurs terrifiés à se rendre sans combattre. Pendant les campagnes mongoles dans le monde islamique, en particulier lors de l'invasion du Khwarezm déjà mentionnée, cette tactique a fonctionné avec un effet dévastateur. Lorsque la ville de Nishapur a résisté, elle a été détruite et les survivants ont décrit le massacre avec des détails brutaux. Après cela, des villes comme Hérat et Balkh ont choisi de se rendre immédiatement, espérant éviter le même sort. Les Mongols acceptaient ces redditions, épargnant parfois les villes, les détruisant d'autres fois. Quoi qu'il en soit, la décision leur appartenait toujours. La peur est devenue l'un de leurs outils les plus puissants. En 1241, lors de leur invasion de l'Europe, des villes entières en Pologne et en Hongrie ont été abandonnées avant même l'arrivée des Mongols. Les soldats désertaient leurs postes. Les seigneurs locaux tentaient de s'échapper. Dans certains cas, la seule chose que les éclaireurs mongols trouvaient étaient des villes vides et des murs silencieux. Ce n'était pas accidentel. Les Mongols planifiaient chaque partie de cela. Ils utilisaient la guerre psychologique pour affaiblir leurs ennemis de l'intérieur. Ils savaient qu'une fois la peur installée, les gens prenaient de mauvaises décisions, et ces décisions rendaient le travail des Mongols plus facile. Parce que les Mongols vivaient comme des guerriers, même quand il n'y avait pas de combat, la survie elle-même faisait partie du plan. Avant de lancer une invasion, ils ne préparaient pas seulement leurs armes. Ils préparaient leur corps, leurs chevaux et leurs provisions pour une campagne qui pouvait durer des mois sans aide de la maison. C'était l'une des raisons pour lesquelles l'armée mongole se déplaçait si vite et frappait si fort. Alors que d'autres armées dépendaient de longues lignes de ravitaillement avec des chariots pleins de nourriture, des animaux portant l'équipement et un réapprovisionnement constant depuis l'arrière, les Mongols transportaient presque tout ce dont ils avaient besoin avec eux. Leur tactique ne commençait pas seulement sur le champ de bataille. Elle commençait par leur façon de vivre. Chaque guerrier amenait plusieurs chevaux. Ce n'était pas seulement pour la vitesse. C'était pour qu'ils puissent changer de chevaux lors de longues chevauchées et éviter l'épuisement. Avec 5 à 7 montures chacun, les cavaliers mongols pouvaient voyager jusqu'à 60 à 100 km par jour, bien au-delà de ce que la plupart des armées médiévales pouvaient même tenter. Et tout en chevauchant, ils mangeaient simplement. Leur ration incluait de la viande séchée, du fromage dur et une boisson faite de lait de jument fermenté appelé koumi. Ces provisions duraient longtemps, nécessitaient peu de stockage et leur donnaient l'énergie dont ils avaient besoin pour de longues marches. Mais la partie la plus surprenante était leur réaction lorsque la nourriture venait à manquer. Les guerriers mongols étaient entraînés dès leur plus jeune âge à survivre dans des environnements difficiles.
S'ils n'avaient pas de nourriture, ils fourrageaient ou chassaient. Si même cela n'était pas possible, ils saignaient leurs chevaux, faisant une petite coupure dans la veine et buvant le sang mélangé à de l'eau pour rester en vie. Cela peut sembler brutal, mais le cheval survivait, et le guerrier pouvait continuer à avancer. Grâce à cette approche, l'armée mongole ne ralentissait pas lorsqu'elle entrait en territoire ennemi. Ils n'avaient pas besoin de caravanes en attente ou de soutien local. Ils vivaient simplement de la terre. Dans une campagne comme l'invasion du Khwarezm, cela leur donna un avantage incroyable. Plutôt que de faire face aux villes fortifiées bloquant la route sud vers le cœur de l'Empire, ce que le Shah khwarezmien et ses conseillers croyaient que les Mongols feraient, Gengis Khan emmena son armée de quelques 50 000 hommes à environ 480 km au sud-ouest à travers le rude désert du Kizilkom. Le désert était considéré comme impossible à traverser. La manœuvre impensable. Lorsque les Mongols arrivèrent aux portes de Boukhara sans avertissement, la ville peu défendue fut rapidement submergée, pillée et rasée. Gengis Khan pouvait maintenant approcher la capitale khwarezmienne de Samarcande à l'ouest, contournant bon nombre des positions défensives les plus efficaces de son ennemi. Ainsi, la clé du succès militaire mongol n'était pas juste une tactique, une arme ou un dirigeant brillant. C'était la combinaison de tout ce que vous avez vu, discipline, tromperie, vitesse, survie, peur, communication et flexibilité. Chaque partie de leur stratégie fonctionnait ensemble comme les pièces d'une machine plus grande, rendant l'armée mongole presque impossible à arrêter. Des fausses retraites à la vie sur le terrain, leurs méthodes en faisaient des adversaires terrifiants et ont changé la façon dont la guerre était menée. Connaissez-vous d'autres tactiques mongoles que nous n'avons pas couvertes? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez apprécié aujourd'hui, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour en voir plus et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un nouvel épisode.